Et on commence donc avec Éric Saint-Frison. Salut Éric, bonjour consultant automobile. J'ai mis les mutations de l'automobile, comme ça on est tranquille. On parle de tout ensemble pendant une demi-heure. Mais évidemment, on démarre avec ce qui fait l'actualité du moment. Enfin, au moment où on enregistre cet entretien, c'est donc l'inauguration à Douvrin, enfin entre Lens et Lille, de la première usine géante de batteries électriques en France. J'ai lu le chiffre de 7 milliards d'euros d'investissement dans les années qui viennent autour de cette usine. Enfin, tout ce qui va monter petit à petit. Là, on comprend bien qu'ils ont inauguré une coquille vide. Ils ont posé la plaque, mais que ça va monter en puissance. Bon. Qu'est-ce que tu dis de cette histoire qui, évidemment, on va tirer le fil et on va aller vers la voiture électrique, mais déjà, donc, il y a cette usine de batterie, Airbus de la batterie, pourquoi ? Parce que co-entreprise entre Stellantis, Mercedes, oui, si je ne m'abuse, et puis les États français, allemands, qui sont là-dedans. Qu'est-ce que tu dis de cette histoire ? Alors, je voudrais juste te questionner sur le choix de l'Airbus de la batterie, parce que la vocation d'Airbus était de devenir un leader mondial de la production d'avions. La Gigafactory qu'on est en train de planifier de construire dans le nord de la France, la somme des Gigafactories qu'on est en train de planifier, devrait déboucher en 2027 sur une production, une capacité d'environ 60 à 70 gigawattheures d'énergie. Pour te situer, c'est un peu moins que ce que la Pologne produit déjà maintenant. Donc, l'Airbus de la batterie... Sans déconner, c'est ça le rapport ? 70 gigawattheures de production en Pologne aujourd'hui. La vision des investissements engagés aujourd'hui, c'est 60 gigawattheures à échéance 2027. Donc, on n'est pas dans la construction d'un monstre. On n'est même pas dans la construction de ce qui suffira à satisfaire la demande domestique. Donc, c'est bien, puisqu'on part de rien. Ça ne peut être que mieux. Mais on n'est pas dans quelque chose qui va devenir une action internationale. La Chine, en 2027, c'est 7000 gigawattheures de production de batteries. 7000, tu nous as dit tout à l'heure que nous, on en faisait 70, c'est ça ? On va en faire 60. 60. Voilà. Et on va peser, en gros, un petit pourcent. Je lisais qu'en gros, cette usine-là de Douvrin, les Chinois en avaient déjà 200 équivalentes. Oui. C'est ça le truc, voilà, ce qui je vais donner un autre met chiffre. à peu près. L'usine Tesla, développée en partenariat avec Panasonic, je crois, au Nevada, c'est 240 gigawattheures. L'usine, une seule. L'usine de Berlin, que Tesla est en train de finaliser, aujourd'hui, c'est 100 gigawattheures. La vision à pleine puissance, quand ils seront à fond, c'est 200 gigawattheures. Donc, qu'on soit ravis, heureux de voir s'installer des usines à 14, 20, 30 ou 40 gigawattheures, c'est bien. Mais enfin, il faut rester raisonnable. Nous sommes un nain de l'énergie électrique automobile. Nous resterons un nain. Il aurait mieux valu ne rien faire et dépenser cet argent ailleurs ? Est-ce que c'est ça que... Non, ça nous amènera peut-être sur un autre sujet tout à l'heure, sur les carburants de synthèse. Non, parce que de toute façon, nous sommes aujourd'hui, parce que d'autres l'ont décidé, enfin des gens ont décidé que la voiture de demain, en tout cas un certain nombre de voitures de demain, seraient électriques. Pour qu'elles soient électriques, il faut qu'on leur mette de l'énergie dedans, donc il faut des batteries. Bien, on a fabriqué une autoroute pour un pays qui savait le faire, qui maîtrisait la source qui permet de construire des batteries, l'ensemble des éléments, la batterie, les cellules, les cathodes, les anodes, les transformateurs, tout ce qui permet de fabriquer une batterie, les Chinois le contrôlent. Et battery management system, il y a du logiciel, c'est ce que j'ai compris et aussi, qui est très derrière, important. de 70 à 80% des ressources nécessaires à la production des batteries sont sous le contrôle des Chinois. Grand bien leur face. On s'est mis pendant un siècle sous la dépendance des gens qui produisent du pétrole, on se met aujourd'hui sous la dépendance des gens qui produisent les minerais qui permettent de fabriquer des batteries. Mais non, puisque tu nous dis qu'il y en a en Pologne, puisque tu nous dis que Tesla est là avec ses 200 les gigawattheures. gigafactories sont là-bas. Mais la matière première qui permet de produire une batterie est à 70 à 80% propriété ou détenue par des Chinois. Donc, nous sommes dépendants de la Chine pour la voiture électrique. Est-ce qu'il faut des voitures électriques ? Oui, il en faut. Il en faut dans tous les milieux urbains, il en faut dans tout un tas d'environnements dans lesquels il faut se déplacer sans générer de CO2. Mais il y a d'autres solutions pour répondre à ta question. Ouais, mais ça, Éric, c'est ton truc constant, et je t'en remercie d'ailleurs. Mais la messe est dite. La messe est dite en Europe. Même Tavares a rendu les armes. La messe est dite en Europe, Stéphane. Elle n'est pas du tout dite ailleurs. Nous sommes... Enfin, je rappelle quand même un chiffre important.
Le monde, le parc automobile mondial, 1 milliard, 100 millions de voitures, on ne sait pas exactement, hein, à peu près. Le parc automobile électrifié en Europe, aujourd'hui, c'est quelques millions d'unités. Il y a 1 milliard de véhicules. De voitures en circulation dans le monde, oui. Oui, c'est normal. Enfin, il faut déplacer les gens. Voilà, c'est les véhicules en général. Ouais, voilà. je comprends. Donc, avant qu'on ait remplacé tout ça. Et en gros, ils s'en vendent quoi, juste pour qu'on ait, parce que les chiffres sont intéressants, une centaine de millions par an, c'est ça ? Non, le record historique, c'est on allait atteindre 100 millions quand la crise Covid nous a touché, d'accord. Voilà, on est redescendu brutalement à 60 millions et on est en train de remonter tout doucement la pente. On est environ à 70 millions. Peut-être qu'on fera 75 millions cette année. 75 millions de voitures neuves qui sont destinées à des marchés comme l'Europe, qui sont à dominante électrique maintenant. Enfin, on pousse l'électrique. Enfin, l'électrique en France, au moment où je te parle, à fin avril, c'est électrique, full électrique ou hybride rechargeable, hein, donc les voitures à moteur thermique et un moteur électrique en plus, c'est 24% des ventes. Donc c'est encore 75% de thermique. Donc on n'est pas prêt de voir le parc électrifié. Éric, quand on se parlait ensemble il y a 3-4 ans, si je t'avais dit ce sera 25% des ventes en 2023, tu m'aurais ri au nez. Je t'aurais dit que j'étais pas d'accord. Ouais. Je t'aurais pas rionné parce que je te respecte trop. Mais, j'aurais eu une réaction un petit peu dure. Oui, ça a accéléré. Oui, les réglementations se sont accélérées. Et surtout, les constructeurs ont décidé d'arrêter la production de véhicules thermiques. Avec les conséquences que ça a. Le marché automobile, il va pas bien en Europe, des voitures neuves. On remonte légèrement. Fin du mois d'avril, on marchait globalement à plus 15% hein, en voitures particulières. Mais on vient de tellement bas. Donc avant qu'on remonte, on ne remontera jamais d'ailleurs au niveau précédent. Pourquoi ? Parce que nous ne donnons pas, avec le coût de l'électrique, enfin de la production des voitures électriques, nous ne donnons pas les moyens à des gens qui en ont besoin d'accéder à la mobilité électrique. Et à part un ou deux constructeurs, dont Dacia, BYD qui va arriver bientôt avec une voiture qui n'est pas chère du tout d'ailleurs. Donc, à part ces constructeurs, la voiture électrique n'est pas à la portée de tous les consommateurs. C'est le prix, mais alors justement, on va parler du prix, on va enchaîner avec le prix. C'est le prix ou la grande confusion dans laquelle nous sommes tous, nous, consommateurs, qui amenons assez légitimement les agents économiques, parfois rationnels que nous sommes, à dire « Oula, je vais attendre un peu ». Que tout ça se calme, que la poussière retombe, et puis on verra dans 2-3 ans ce qu'il faut acheter comme modèle. Oui, alors, en fait, tu n'achètes pas quelque chose que tu ne comprends pas. Tu n'achètes pas quelque chose qui ne te rassure pas. Surtout quand cet objet, ce service, coûte un prix qui est suffisamment important pour impacter ta vie quotidienne. Tout à fait. Alors, pour autant, tu as besoin d'un outil de mobilité, tu as besoin d'emmener les enfants à l'école, d'aller faire tes courses, de partir en vacances, d'aller voir la belle-mère, enfin, de faire ce que tu veux, d'aller à l'hôpital, d'aller voir ton médecin, d'aller travailler. Parce que tu n'as pas les services publics qui sont à disposition partout comme tu le voudrais. Donc tu as toujours besoin de voitures. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que les ventes de voitures neuves restent basses. Franchement, elles restent basses. Que les ventes de voitures d'occasion, après la folie des années 2021-2022, post-Covid, besoin de s'équiper en voiture, c'est de nouveau calmé. En tout cas sur les voitures les plus récentes et donc les plus chères. À l'inverse, les voitures les plus anciennes de plus de 15 ans, les ventes, elles explosent. Oui, mais c'est un peu logique. Et nous sommes dans une cubanisation, c'est un mot que j'aime bien, nous sommes dans une cubanisation du marché aujourd'hui, où nous sommes passés en 80 de 6,2 ans d'âge moyen d'une voiture en France à plus de 11 ans. Donc le parc est en train de vieillir, donc les voitures thermiques sont de plus en plus... les vieilles voitures thermiques sont de plus en plus présentes dans le parc automobile roulant, avec les problématiques qu'on connaît sur les émissions de gaz, les émissions de particules, les émissions de tout ce que tu peux trouver dans une voiture qui a 20 ans. En plus, c'est une mauvaise cubanisation, parce qu'on se retrouve avec des Scénic et pas avec les Chevrolet des années 60. Quoi. Il manque le côté brillant de la... Malgré tout le respect qu'on peut porter pour la voiture des années 50. Avec voilà, ces gros c'était les années pare-chocs 50 même, oui. c'est les années 50, l'image qu'on a de... grosses bagnoles, Donc, parc de véhicules on a une problématique qui est d'une complexité infinie. Je comprends, mais c'est assez logique avec le raisonnement que je te proposais. C'est-à-dire, si effectivement je suis complètement perdu, que je me dis dans 2-3 ans on y verra plus clair et que j'ai néanmoins besoin d'une voiture, oui, effectivement, je vais aller dépenser 5 ou 6 000 balles pour une Scénic qui va faire... Et je vais attendre de savoir... Quel type de batterie est le bon choix pour l'avenir ? Quel prix je vais payer pour ma voiture ? Quel mode d'accessibilité à l'automobile on va me proposer ? Quel système de recharge on va me mettre à disposition ? Pas uniquement sur les autoroutes, aussi là où j'habite, ou là où je travaille. Combien je vais payer le kilowatt qu'il va falloir ? Là-dessus, Éric, puisque c'est aussi là-dessus, tu es vraiment expert là-dessus aussi. La promesse présidentielle d'Emmanuel Macron, donc de cette voiture électrique à 100 € par mois,
cette offre de leasing qui a l'air... Alors il se trouve que le patron de CTLM, Flavien Nevy, vient nous voir très régulièrement. Il a fait sur ce plateau un calcul... L'Observatoire de l'automobile. L'Observatoire de l'automobile. Il a fait sur ce plateau un calcul nous montrant que l'équation était insoluble pour lui. Voilà. À ce stade, il arrivait à 120, 140, mais il n'arrivait pas à 100 euros en tirant vraiment tout. Tous les financeurs sont arrivés au même résultat. Tous les financeurs sont arrivés au même résultat. J'aimerais rajouter quelque chose. En fait, qu'est-ce qui rend l'équation extraordinairement complexe ? Dans le loyer que tu payes sur une voiture, qu'est-ce que tu payes ? Tu payes le loyer de la partie que tu utilises de la voiture. Ouais. Tu as un acompte, éventuellement, donc tu peux régler ce curseur là où tu veux. Tu as une valeur résiduelle qui va déterminer le montant intermédiaire entre les deux qui va être à financer. C'est ça que tu vas louer. Absolument. Si tu ne connais pas la véritable valeur résiduelle, si tu ne veux pas prendre de risque sur la valeur résiduelle, parce que la technologie est instable, ou en tout cas à risque, parce que tu ne sais pas comment vont vieillir ces voitures, alors comment tu fais pour les financer ? Voilà. À 100, à 150 ou même à 200 ? C'est pas uniquement le montant des 200. Dans le même temps... La seule possibilité, c'est que l'État garantisse à ce moment-là cette valeur résiduelle. Mais effectivement, je ne décris pas l'attitude que tu prends pour ceux qui nous écoutent à la radio, mais on se retrouve à ce moment-là avec un espèce de subprime automobile. Ça me rappelle le quoi qu'il en coûte. Oui, ouais. Enfin, voilà, le quoi qu'il en coûte. Moins important que le quoi qu'il en coûte, mais effectivement... Mais ça a failli tuer des banques. Les valeurs résiduelles, ça a failli. Oui, mais là, si c'est l'État qui garantit la valeur résiduelle, le risque pour le prêteur... Avec nos impôts, ils peuvent effectivement la garantir, mais est-ce que c'est raisonnable d'aller à contre-courant de la raison ? Est-ce que c'est... Non, enfin, la réponse est dans la question. Donc, mais néanmoins, on sent qu'il y a une idée. Même si à 100 euros, c'est pas raisonnable, et qu'au-dessus, à ce moment-là, ça devient plus compétitif pour ceux qui en ont besoin par rapport aux autres motorisations que tu viens de décrire et qui existent encore sur le marché, on sent qu'il y a une idée et on sent que c'est peut-être là qu'on pourra aller au bout de la croissance électrique et terminer ce virage électrique. L'idée, alors, terminer le virage électrique, pourquoi pas, mais il va falloir d'autres étapes. Hein. Il va falloir inventer la voiture électrique accessible, qui n'existe pas aujourd'hui. Pour ça, des batteries. Non, mais des batteries. Il faut que le prix de la batterie diminue. Il faut que tout ce qui entoure la voiture électrique diminue. Enfin, moi, je suis très surpris de lire ce que les constructeurs annoncent au niveau des voitures électriques en disant on va faire plein de voitures électriques, c'est génial, c'est top. Ouais, mais quand tu t'appelles Renault, Peugeot, Ford, Fiat, Opel, et que tu es un constructeur généraliste, d'accessibilité pour le grand public, et que tu te lances dans cette course à des voitures qui ont des prix d'entrée de gamme qui sont de 20 à 30% de ce qu'étaient tes prix d'entrée de gamme thermique, tu as juste un problème. Ouais. Et même si tu fais des efforts marketing, comment tu convaincs monsieur, madame Dupont-Durand, qui a un budget extrêmement contraint, à accéder à cette voiture ? Par une formule d'abonnement. Par une formule d'abonnement qui ne sera pas à 100 euros par mois, qui sera à 150 à 200, mais qui permettra de aujourd'hui, l'abonnement est lisser cher. Les courbes. L'abonnement est cher, très cher. C'est une pratique de riche. Enfin, c'est intéressant de voir où sont garés. Ça me rappelle les Smart et les Mini quand elles ont été lancées. C'était un grand succès. Ce n'était pas un succès partout. C'était un succès dans certains quartiers, certaines villes, plus aisées que d'autres. Quand tu regardes aujourd'hui où sont garées les voitures électriques, c'est quand même assez peu dans les quartiers populaires. Oui, enfin par contre, quand je regarde où sont garés les Audi, les Mercedes, les énormes SUV... c'est dans les mêmes quartiers. Bah non. On a aussi dans les formules d'abonnement font que tu en trouves dans des quartiers populaires. Tu te dis, tiens, le gars a quand même choisi 20 mètres carrés en moins plutôt que sa belle voiture. Oui, bah, dans certaines îles françaises, de territoire français, tu as la même chose. Bon, oui, alors, carburant de synthèse, e-fuel, je le dis très vite, donc l'une des solutions poussée par Porsche, donc ça vous aiguille quand même sur le problème que peut poser cette solution. Tu captes le CO2, alors, a priori, à la sortie des cheminées d'usine. Tu y ajoutes de l'hydrogène, qui effectivement doit être de l'hydrogène vert, et là tu te retrouves à nouveau avec un hydrocarbure qui est totalement neutre, effectivement, puisque le CO2, tu l'as capté, et il aurait de toute façon été recraché dans l'air. Intéressant. Les tests nous disent, je pense que c'est les chiffres que tu as, que c'est à peu près 4 fois plus cher, ça met le litre d'essence à 4 euros. Même 5 euros. Oui, voilà, c'est ça. À 5 euros le litre.
Bon, solution de niche, réservée au luxe. Un kilowatt de batterie il y a 10 ans était inaccessible, ou il y a 20 ans c'était inaccessible. Aujourd'hui, la problématique de toutes les nouvelles technologies disponibles, qu'elles soient les e-fuel, on va revenir sur le nom d'e-fuel d'ailleurs, parce que j'aime bien, ou les problématiques de piles à combustible en général, c'est qu'elles sont jugées non compétitives parce que trop petites. D'accord. Tant qu'on n'a pas industrialiser le développement de ces solutions, qu'on n'a pas investi dans la R&D, au moment où on se parle, ni la pile à combustible, ni les e-fuels ne sont jouables. Ils sont trop chers, on n'a pas la solution. Mais à l'inverse de la pile à combustible, ou à l'inverse de la voiture électrique, l'e-fuel a d'énormes vertus. L'e-fuel se distribuera demain, s'il arrive, dans les mêmes réseaux et les mêmes structures que les réseaux de distribution de carburant traditionnels. Donc il n'y a pas d'investissement à faire. L'e-fuel a cette extraordinaire vertu de pouvoir être produit avec de l'énergie qu'on perd. C'est-à-dire que quand on produit de l'énergie verte avec des éoliennes, du solaire, oui, du mais ça c'est le cas de tout l'hydrogène. Or, tout le monde en veut de l'hydrogène. Oui. Tu vas avoir un problème de quantité d'hydrogène à produire. On n'a pas de limite d'hydrogène. C'est infini la quantité d'hydrogène. Il faut de l'énergie pour l'extraire. Mais si on a tout ce qu'on construit comme outil pour produire de l'énergie verte, pourra servir demain à produire de l'hydrogène. Oui, mais encore une fois, tout le monde en veut. Mais Arcelor en veut pour alors, décarboner ses revenons aciéries. Revenons à ta question. Est-ce que l'e-fuel ou une autre techno peut venir demain en remplacement de l'électrique ? Non. L'avenir n'est pas dans la mono-solution. Ça fait des années que je le dis. L'avenir est dans les multi-solutions. Il y aura des solutions. Et donc c'est une alternative zéro émission qui reste un hydrocarbure. En tout cas neutre. Carbone neutre, ce qui est plus important. Oui, carbone neutre, tu as raison, c'est pas zéro émission. C'est pas zéro émission, il y a des émissions, mais c'est carbone neutre qui permettra de compléter, parce que l'électrique seul n'est pas non plus la réponse. On n'aura pas assez de minerais, de lithium, de manganèse, de cobalt, de tout ce qu'on veut pour fabriquer des batteries. Donc il faut multi-solutions, il faut développer tout ça, et il faut investir. Et donc oui, moi je crois profondément que les e-fuels, alors pourquoi e-fuel ? J'aime bien cette notion, parce qu'il n'y a pas du tout le I, on a tendance à dire que c'est de l'électricité. Oui, parce qu'il faut casser ce que tu disais tout à l'heure. Il faut travailler le CO2 et l'hydrogène avec de l'énergie électrique. Ouais. Mais ça devrait s'appeler EV Fuel parce que c'est électricité verte. Si c'est pas vert, c'est pas terrible. Bref, c'est e-fuel. Les avions en voudront aussi. Kérosène. Tout le monde en veut, quoi. Tout le monde en veut. Tout le monde en veut. Mais ça veut dire qu'on a plusieurs solutions à une problématique. Je comprends. Simple. Je comprends. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que Porsche pousse et Volkswagen est furieusement contre. Donc, est-ce que tu sais d'où viennent les premiers e-fuels d'ailleurs ? Tu sais qui a lancé les premiers e-fuels Enfin, c'était pas des e-fuels, c'était des fuels synthétiques en Europe. C'est pas bien de le dire, mais je le dis quand même. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande qui n'avait plus suffisamment de pétrole et qui s'est mis à produire du carburant à partir du charbon, qui a été repris ensuite par les Sud-Africains pendant l'apartheid. Pendant l'apartheid, comme ils avaient le même problème d'approvisionnement, ils ont racheté les brevets allemands pour produire des carburants de synthèse à partir du charbon. Quelle histoire. Donc c'était pas c'était juste fuel synthétique. Les Chinois, donc, donner la mesure un petit peu de ce qui est en train de se passer. Dieu sait que moi-même je reste, mais le problème c'est quand on a vécu 2-3 cycles économiques. Donc je vous ai assez souvent dit que j'avais l'impression que la séquence me faisait furieusement penser à celle de Jacques Calvet. Certains d'entre vous s'en souviendront encore, qui voulait monter une muraille contre les Japonais. Et là, quand même, donc, les derniers chiffres sont assez spectaculaires. Fin d'année 2022, la Chine passe l'Allemagne, deuxième exportateur d'automobiles dans le monde. Mais on se dit, ils sont quand même encore assez loin des Japonais. Donc, 2 millions de véhicules à peu près exportés par les Chinois, 4 millions pour les Japonais. Et boum, donc ça, c'était fin 2022. Premier trimestre 2023, ça y est, ils sont devant. Donc l'accélération est effectivement spectaculaire. Il est en train de se passer quelque chose. La machine à exporter des voitures chinoises tourne, alors peut-être même pas encore à plein régime. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Eric ? Premier marché automobile au monde, la Chine. Premier producteur de voitures électriques au monde, la Chine. Oui, mais on disait beaucoup, ils ont un tel marché qu'avant qu'ils exportent, on a le temps. Bah, ça y est, c'est parti. 200 marques automobiles en Chine. 200 marques. Les 10 plus gros groupes chinois, détiennent en Chine uniquement, sans les marques de l'étranger, près de 70 marques automobiles. C'est-à-dire que chaque groupe a entre 3, Great Wall, Geely, BYD, enfin ils ont tous entre 3 et 5 marques qui sont disponibles sur le marché chinois.
Enfin, même plus que ça. Et ils ont en plus des marques qu'ils possèdent à l'extérieur, comme Volvo. Geely, Geely qui appartient à... Mais Geely possède Volvo, Lotus, Proton en Malaisie, et ils ont Polestar, ils ont une capacité à occuper le marché en dehors de leurs frontières avec une cagoule qui est assez incroyable. MG, qui est un constructeur, c'est une leçon, MG. La marque anglaise qu'on connaît tous, rachetée par un industriel chinois qui a décidé de développer cette marque et qui en a fait en 2 ans, un acteur important du marché européen. Cette année, MG en France fera 1% du marché. 1%. Dans le même temps, un constructeur 1% historique... du marché, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que tu vends 5000 véhicules pour... Non, 1% du marché en France, ça va faire 15 à 16 000 voitures. C'est beaucoup plus rapide que quand les Coréens sont arrivés. C'est-à-dire que quand Hyundai, Kia sont arrivés sur le marché européen, ils ont mis 4 ou 5 ans pour arriver à ce niveau-là. Eux, en 2 ans, ils y sont arrivés. Et la marque BYD, la marque MG en est une. BYD arrive, et d'autres. Airways est déjà là. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ont fait un choix de distribution qui n'est pas le bon, mais globalement, la vague des marques, là, elle va arriver. Oui, mais alors justement, la distribution. La distribution... Comment ils vont être distribués, ces Chinois? C'est excellente question. Alors, si tu prends l'exemple de Airways dont je parlais il y a quelques instants, eux, ils ont copié Tesla. C'est pas de concession, on distribue en direct. Pour l'instant, la marque Airways, je ne pense pas que tu l'aies beaucoup vue dans les rues de Paris. Par Internet, donc. Commande sur Internet. Tesla, même modèle, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de Tesla, ils ne peuvent pas se payer les flagships, ils ne peuvent pas se payer les points de vente dans les centres commerciaux, ils n'ont pas la puissance digitale qui permet d'aller toucher le client sur le web. À l'opposé de ça, tu as des marques comme MG, qui ont choisi d'aller avec des réseaux de distribution à l'ancienne, avec des concessionnaires, ou BYD, le Build Your Dreams. Et je rappelle que ce constructeur, il a une caractéristique, c'est qu'à l'origine, c'est un producteur de batteries de téléphone. Donc, on est dans la disruption de la filière automobile par quelqu'un qui vient de ce monde-là. Donc, je produis des batteries d'iPhone, de ce que tu veux. Il y a du côté Nokia, pâte à papier, passer du pâte à papier au portable. Et donc, je fabrique des voitures parce que la voiture est devenue, en fait, une espèce de fonctionnalité autour de ma batterie. Ouais. Et donc, les constructeurs chinois dont tu parlais tout à l'heure, ils arrivent avec des stratégies qui sont assez copiées sur les constructeurs traditionnels. Pour être tout à fait précis, il y a très peu de gens qui vont dans une stratégie totalement opposée, à part quelques petites marques de prestige, ou en tout cas assez haut de gamme. Non, mais quand tu dis ils arrivent, ils vont ouvrir, ils sont en train de passer des deals avec les réseaux qui sont installés aujourd'hui, ou ils vont installer des réseaux à eux? Les deux. Ils sont en train de passer des deals avec des importateurs, donc avec des sociétés de distribution automobile qui ont déjà plusieurs cartes ou plusieurs marques. Classiques, qui travaillent avec les Allemands, qui travaillent... Avec les Coréens, avec les Japonais, avec les Japonais. Et donc, ils vont distribuer en plus les Chinois dans certains marchés. D'accord. Et dans certains autres marchés, dans le cas du marché français qui est un marché important, les constructeurs chinois vont créer des filiales, et ces filiales vont appointer des réseaux de distribution qui seront en liaison directe avec eux. Alors là-dessus, donc sur tout ce qui se met en place, qu'est-ce que peut changer les annonces de Macron sur le nouveau bonus redessiné en fonction de l'origine du véhicule? Pouyanné disait hier, le chiffre m'a impressionné quand même, Pouyanné disait hier, donc ah oui, Total aussi est dans cette histoire de batterie avec laquelle on a commencé, j'avais oublié bien sûr, donc le patron de Total, entre donc le gigawattheure qui va sortir de l'usine de Douvrin et le gigawattheure qui sort des usines de batterie de Chine, il y a une différence de 40% de CO2 par mégawattheure, gigawattheure, enfin kilowattheure, comme vous voulez. Oui. Et donc là, ça peut faire une réelle différence si jamais le bonus vient rééquilibrer les prix qui sont aujourd'hui largement en faveur des Chinois. Ou si BYD fait du Toyota et installe une usine quelque part dans le nord, le sud ou l'est de la France. D'accord. Ok, c'est ça. Ils ont cette capacité aussi à dire extrêmement rapidement, et ils ont les moyens à dire, je vais me construire une usine d'assemblage de voitures qui va labelliser ou qui va européaniser mes voitures quelque part dans la communauté, en France ou ailleurs. Donc le frein à l'import, il va être extrêmement limité. Et il restera la principale question, et je reviens à ce qu'est la problématique du prix. Les gens achèteront des voitures électriques quand elles seront accessibles massivement. Et elles seront accessibles plus facilement si elles viennent d'un pays où le coût de la main-d'œuvre, les taxes. C'est d'accord, mais ce que je te dis, c'est que le bonus-malus peut annuler cet avantage prix. Et en même temps,
cette offensive que tu nous décris, et Tesla, on en avait déjà parlé la dernière fois que tu étais venu, va forcément amener de la concurrence et de la baisse des prix. Oui. C'est sans doute la meilleure nouvelle pour le consommateur que de voir débarquer cette Sauf que la Tesla la moins chère, chinoise. La Tesla la moins chère n'est pas accessible par le consommateur moyen. Il faut descendre en dessous. Elle est à combien la Tesla la moins chère? Elle est encore à 30 000, ouais, voilà, 35 ou 38. Mais la voiture la moins chère aujourd'hui sur le marché, c'est la Dacia Sprint, qui est chinoise. Ouais. Elle est 100% chinoise. Oui, mais le patron de Dacia nous l'a décrite. Non, mais elle est chinoise. Elle était 100%. Non, mais attends, mais il nous a raconté très franchement. On est arrivé en Chine, elle était là sur étagère. On a regardé, on pouvait pas faire mieux, on l'a prise. Elle était faite quand Dacia a débarqué, en fait. Donc. Et c'est la voiture électrique aujourd'hui qui est la plus accessible pour les consommateurs français. Il y aura d'autres voitures comme celle-ci qui vont débarquer, qui ont été taillées pour être aussi achetées par des consommateurs chinois qui n'ont pas beaucoup de moyens, et donc qui transposées dans une échelle économique comme la nôtre, sera encore plus accessible. Donc ça va tirer le marché vers ces produits-là, bien évidemment. Et donc les Chinois seront presque de manière inéluctable les grands gagnants de la guerre commerciale, enfin de la compétition commercial qui va être livré sur les voitures électriques. On leur a construit le marché. Il est fait pour eux. Et les murailles qu'on est en train de dresser n'ont aucune efficacité. Tu connais beaucoup d'incentives fiscaux comme celui dont tu parles, qui durent 5 ou 10 ans. Moi, ça peut durer 6 mois ou 1 an, 2 ans. Mais ça s'arrêtera là. Et après, ce sera plus tenable. Donc, il faudra que ça s'arrête. Et de toute façon, le jour où BYD, Geely, n'importe quel Great Wall construit une usine en Europe, c'est fini. Ton système, il a plus de sens. Il faudra un peu plus d'une usine pour faire tout ça, mais... Oui, ils peuvent aller vite. Ils peuvent aller vite. Et puis l'assemblage, je ne parle pas d'une usine complète. Une usine d'assemblage, c'est assez facile à construire. Ouais. Bien, on a fait le tour. Hein. On reparlera de data, une autre fois. Oui. à la rentrée. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Je ne savais pas que... Tu avais déjà dû me le dire, mais en même temps, tu nous apportes tellement d'infos que BYD venait du téléphone portable. Et effectivement, c'était cette phrase. Alors moi, c'est ton ancien patron, d'ailleurs, Alan Mulally, l'ancien patron de Ford, qui l'avait prononcé pour la première fois, pour moi, il y a pratiquement 20 ans, un iPhone on the wheel. C'était après la sortie de l'iPhone, remarquez. En train de réfléchir tout. Mais oui, c'est ça qui est en train de... Mais Farley, le patron de Ford, et Elon Musk, assez récemment, les deux viennent d'annoncer ou de dire que BYD était devenu un des concurrents majeurs de l'industrie automobile mondiale. Voilà, c'est un fait. Tu recevras ici, je pense, dans un avenir assez proche. Et Tesla ne va pas perdre sa spécificité dans cette histoire-là? C'est pas lui qui risque gros, là? Tesla est bien... Enfin, la gamme BYD est beaucoup plus large que la gamme Tesla. Justement. La gamme BYD, elle est en face de chaque produit Tesla. Il y a un produit BYD en face de chaque Tesla. Et là, ils viennent avec une nouvelle gamme qui est en dessous de la gamme Tesla et qui, par définition, va attirer plus de monde. Mais ils sont déjà le premier producteur mondial de voitures électriques, devant Tesla. Ils sont numéro 1. Et donc, ils vont devenir numéro 1 de très loin. Merci Eric. Eric Safrizon, donc, qui nous accompagne régulièrement pour nous tenir au courant des mutations de l'automobile. On continue Bismart.